Alors, nous allons aborder maintenant le deuxième volet de notre propos sur la sexualité à l'épreuve du cancer. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué l'impact des difficultés sexuelles en termes de qualité de vie de nos patients cancéreux. Il est clair que nous devons apprendre à informer nos patients sur la sexualité. Nous devons penser à prendre en charge la demande sexuelle de nos patients. La question que chaque soignant se pose, c'est comment faire. Alors là, nous allons prendre de manière pratique et nous allons réfléchir ensemble à comment aider nos patients qui souffrent de cancer à mieux vivre leur sexualité. D'abord, il faut avoir en tête que les besoins sont différents en fonction des différents temps de la maladie. D'abord, il y a le moment de la révélation, le moment du diagnostic du cancer. Alors, le moment du diagnostic du cancer, vous allez chez votre médecin et vous apprenez que vous êtes porteur d'une maladie comme ça provoque quoi? Stupeur, colère, angoisse, culpabilité, état de choc pour chaque patient. C'est la vie qui bascule. Après, ça ne sera plus jamais comme avant. Alors, on va prendre par exemple l'annonce du cancer de prostate. Vous savez que le cancer de prostate a certainement été celui qui a été le plus étudié en matière de troubles de la sexualité. Eh bien, on s'aperçoit qu'au moment de l'annonce du cancer, on a 61% de patients qui développent des troubles anxieux et 60% qui développent un état dépressif. Dans le mois qui suit les biopsies, c'est-à-dire que là, on est avant tout traitement, et dans le mois qui suit les biopsies, on a une dysfonction érectile qui apparaît chez 15% des hommes qui n'avaient pas de problème d'érection avant le diagnostic. Et il est clair qu'il y a un questionnement muet sur la sexualité et l'affectivité, et vous avez vu comme les patients ont du mal à en parler. Alors là, à ce stade-là, au moment de l'annonce du cancer, le rôle du soignant, médecin ou non médecin, c'est de savoir repérer une demande non exprimée et d'y répondre. Et sachez que pendant que vous annoncez à votre patient qu'il a un cancer, lui ou elle, mais c'est principalement les hommes, et je parle principalement du cancer de prostate qui a été bien étudié, au moment où on lui annonce qu'il a un cancer du prostate, lui, il se dit « et ma sexualité ?» mais il n'ose pas en parler. La deuxième étape, c'est celle des traitements. Là, vous êtes toujours un peu en état de choc, mais vous êtes dans la période qui va se doubler d'une atteinte corporelle, parce que vous êtes confronté au monde médical, à la technicité des soins. Tout s'arrête pour vous. Vous arrêtez votre travail, vous arrêtez votre vie sociale. Peut-être que la sexualité passe un peu au deuxième plan, au stade où votre corps souffre de tous ces traitements qui ont été mis en place pour traiter votre cancer. Ce stade-là, c'est un stade d'impact émotionnel majeur, avec un sentiment de vulnérabilité, de dégradation de l'image du corps et de l'estime de soi. Et pour les hommes, avec une perte de l'identité virile, ça a été bien démontré chez les hommes, mais c'est valable aussi chez les femmes, principalement au moment du cancer du sein. À l'étape des traitements, je pense que c'est une période où il faut être à l'écoute, mais davantage pour proposer un soutien psychologique, pour informer, pour rassurer. C'est vraiment une période où on doit être dans le nursing par rapport à nos patients. Ils sont très mal psychologiquement et ils ont vraiment besoin qu'on les prenne dans les bras et qu'on les rassure. C'est pas obligatoirement le meilleur moment pour aborder la question de la sexualité. La troisième partie, c'est les jours d'après. Alors les jours d'après, on est dans les attitudes qu'on va adopter face à cette maladie qui est devenue un élément
de vie permanent, hein. Est-ce qu'on va être dans la résignation? Est-ce qu'on va être dans l'empowerment? Quel est le projet de vie qu'on va dessiner, qu'on va mettre en place à cette période-là? Hein, c'est là que ça se décide. D'abord, il va falloir apprendre à vivre avec un corps remanié, dépression, anxiété, avec un sentiment de perte, avec le poids du regard des autres. C'est là que la demande souvent est explicite, et ma sexualité, hein, que faire avec ma sexualité, hein. Et là, la place de la sexualité dans ce nouveau projet de vie est à aborder, hein. Alors, vous êtes convaincus, il faut aborder la question de la sexualité avec nos patients. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? D'abord, quand est-ce qu'on doit y penser? Quand est-ce qu'on doit penser aborder la question de la sexualité de manière plus précise? Alors déjà, bon, c'est clair du fait du dossier médical du patient, hein. Et puis, par rapport à certains comportements, par exemple, vous avez des patients, alors ça c'est valable par exemple dans d'autres maladies chroniques, hein, par exemple les diabétiques. Souvent un patient qui devient moins observant à son régime alimentaire, aux contraintes de son traitement, souvent c'est un patient qui se met à avoir des difficultés sexuelles mais qui n'en parle pas, hein. Ou alors il va nous demander si certains médicaments sont vraiment nécessaires, hein. Est-ce que votre traitement, docteur, est-ce qu'il donne pas des soucis, ou est-ce que vraiment c'est la peine de le prendre, hein? Il y a certaines plaintes aussi qui doivent attirer l'attention, par exemple le dire qu'on est fatigué, une fatigue imprécise, ou alors qu'on a des soucis, des difficultés conjugales, sans rentrer dans le vif du sujet. Tout ça, ça doit attirer l'attention du soignant qui doit savoir aborder la question de la sexualité. Alors, d'abord, il y a le moment. Quand est-ce qu'on aborde la question de la sexualité avec son patient? D'abord, je crois qu'il faut bien dire qu'il n'y a aucune règle précise, mais que c'est maladroit d'aborder la question de la sexualité en début de consultation. Il vaut mieux faire ça en milieu de consultation, lorsqu'une relation de confiance commence à s'établir, hein. La dernière règle, c'est jamais sur le pas de la porte. Vous savez que c'est classique, c'est souvent en sortant du cabinet médical que le patient va dire à propos, vous savez, il va parler, peut-être, il va lancer une amorce sur la question de sa sexualité, hein. Donc là, il faudra savoir ne pas renvoyer le patient avec un geste vague parce qu'on est pressé et qu'il y a du monde derrière, mais savoir prendre le temps de dire à ce patient, écoutez, votre difficulté, ce dont vous me parlez, c'est important, on ne va pas en parler sur le pas de la porte, vous allez revenir me voir, et là on va prendre une consultation pour répondre à toutes vos questions. Voilà, ça je crois que c'est important. Le moment où on va aborder la question de la sexualité, c'est très important. Après, il y a comment est-ce qu'on va s'y prendre? De quelle manière, hein? Alors, de plus en plus, on met en place des protocoles. Je vois que ça se fait systématiquement, par exemple, dans les services VIH, ça se fait systématiquement dans certains services d'urologie et de gynécologie, mais on peut sans problème, quand on fait le bilan général du patient qui vient consulter, dont on met en place le traitement pour maladie chronique ou pour cancer, on peut sans problème intégrer la question de la sexualité dans les autres données de l'interrogatoire médical. Et pour ma part, je pense que pour intégrer la question de la sexualité, il faut passer par l'affectivité et la conjugalité, hein. Il faut commencer par poser des questions relationnelles pour ensuite aborder des questions plus précises concernant d'éventuelles difficultés sexuelles. Après, il faut aussi savoir poser des questions. Quand les questions deviennent plus précises, d'abord il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles ne soient pas intrusives, et il faut toujours les poser, il faut toujours parler à son patient quand on aborde la question de la sexualité de manière bienveillante et empathique, hein. On peut pas poser ce type de questions en pianotant devant son écran, non, c'est pas possible, ça, hein.
Après, une fois qu'on a posé hein, le cadre, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Moi, je suis partisan des questions ouvertes. Par exemple, on a posé des questions sur l'état de santé général du patient ou de la patiente et on peut terminer en lui disant: est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui vous gênent? En marquant un blanc, parce que le blanc est très important pour permettre au patient de venir vers vous et de poser des questions qui le préoccupent, hein. Ou alors on peut dire aussi, de manière générale, on peut généraliser. Par exemple, vous savez, c'est fréquent d'avoir des difficultés sexuelles avec un cancer de prostate ou un cancer du sein, ou une sclérose en plaques ou un diabète. Est-ce que vous avez besoin d'informations sur ce sujet? C'est suffisamment vague pour ne pas être intrusif et pour que le patient puisse rebondir sur ce type de questions. Alors, vous avez bien compris que c'était important de parler de sexualité avec votre patient. Vous avez compris comment aborder la question de la sexualité. Votre patient vous a dit qu'il souffrait de difficultés sexuelles. Là, maintenant, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Hein, et d'ailleurs, beaucoup de soignants, beaucoup de médecins, beaucoup de soignants ont tendance, bien qu'ils soient convaincus qu'aborder la question de la sexualité, c'est important, bien qu'ils sachent comment s'y prendre, beaucoup de patients renoncent à se positionner dans ce type de questionnement. Beaucoup de médecins renoncent à se positionner dans ce type de questionnement parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire une fois qu'ils auront ramené le diagnostic hein, et que le patient leur aura dit « oui, j'ai des problèmes sexuels hein. ». Eh bien, on va aborder ce volet-là et on va simplifier l'approche à avoir pour aider notre patient. Alors d'abord, il ne faut pas sous-estimer le simple fait d'aborder la question de la sexualité avec son patient. Il s'agit là d'un acte réparateur à part entière. Hein. Et il faut bien avoir en tête que ces patients qui sont traumatisés par l'annonce du diagnostic, qui sont atteints dans leur corps, qui sont atteints dans leur mobilité, dans leur périmètre de vie, hein, dans leur conjugalité, ces patients-là, ils n'ont pas obligatoirement besoin d'un traitement là qui les requinque d'emblée sur le plan sexuel. Par contre, ils sont très très demandeurs d'informations. Ils ont vraiment et d'écoute. Ils sont demandeurs d'informations et d'écoute. Hein. Et la demande de réparation, de traitement médicamenteux n'est pas toujours au premier plan de la motivation du patient. Et il faut savoir, et on a plusieurs études récentes qui nous mettent parfaitement bien en évidence, que dans un très grand nombre de cas, une information circonstanciée peut suffire. Là, je vous ai mis l'exemple d'une étude qui n'a rien à voir avec la sexualité ou avec le cancer. C'est une étude qui porte sur des patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Hein, et elle met parfaitement en évidence que ces patients-là ont des difficultés sexuelles avec des répercussions importantes sur leur qualité de vie, qui régressent avec une information circonstanciée. Le simple fait d'avoir pu, par exemple, comprendre le lien physiopathologique, comprendre que ce n'est pas inéluctable, que la plupart du temps, dans la maladie chronique, les difficultés sexuelles sont transitoires, hein, tout ça, ça permet de se sentir mieux et de retrouver une qualité de vie satisfaisante. Alors, quel type d'informations on va apporter? Alors d'abord, je pense que c'est important d'expliquer les répercussions concrètes de la maladie sur la sexualité. On a vu tout à l'heure les liens physiopathologiques directs et indirects. Ça permet de dissiper les fausses croyances. Hein. Bien dire et redire que la plupart des difficultés sexuelles ne sont pas obligatoirement définitives. Elles peuvent souvent être dépassées et réglées avec de la patience et de la persévérance. Hein. Et c'est notre rôle à nous soignants de proposer des solutions alternatives sexuelles
qui vont permettre d'adapter la sexualité à la tranche de vie qu'on est en train de vivre. Quand on a un corps qui est fatigué, limité dans ses mouvements, limité dans son énergie, on n'est pas obligé d'avoir une sexualité hors d'œuvre, plat de résistance, dessert. Vous savez, la sexualité classique comme on l'a quelque part dans notre imaginaire. On peut avoir une sexualité avec des jeux érotiques. On peut avoir une sexualité très amoureuse, très affective, pas obligatoirement pénétrante. La jouissance peut se partager sans pénétration et quelque part, c'est bien de donner à notre patient la permission de revenir à des jeux qu'il peut considérer comme des jeux adolescents. Eh bien non, c'est pas des jeux adolescents, c'est des jeux d'adultes matures, capables d'adapter sa sexualité, suffisamment mature pour adapter sa sexualité à la tranche de vie qu'il est en train de vivre. Donc l'essentiel de notre information va passer sur l'évolution, aider notre patient à faire évoluer sa sexualité. Donc les pratiques sexuelles peuvent évoluer pour mieux s'adapter à une réalité différente. Les moyens d'action sont très importants. Chez l'homme, on peut toujours adjoindre des traitements de l'érection qui sont très très efficaces. Une consultation sexologique sera toujours intéressante. Savoir que l'orgasme et le plaisir partagé sont toujours possibles, toujours possibles. On peut avoir un orgasme, les hommes par exemple peuvent avoir un orgasme même sans érection, même sans éjaculation. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. C'est très important de bien leur dire. Il est toujours possible de retrouver intimité, érotisme, affectivité. Pour aller mieux, c'est clair que nous devons aussi aider nos patients à revisiter le jeu de séduction et le jeu amoureux. Leur apprendre à ne rien précipiter. Une activité sexuelle harmonieuse, ça nécessite un corps en bon état de fonctionnement. Donc, eh bien, on va reconstruire sa sexualité en l'adaptant à la récupération de son corps. Et on va y aller petit à petit. Par exemple, après une intervention qui a provoqué une mutilation corporelle, on va refaire connaissance. On va refaire vibrer des zones érogènes. Il y a peut-être eu une modification des zones érogènes. On va partir à la recherche de ces nouvelles zones érogènes. La sensibilité, la perception se sont peut-être modifiées. Eh bien, on va prendre le temps, on va partir du principe que c'est normal. C'est normal. La maladie, la chirurgie, les traitements laissent une empreinte. Qu'est devenu mon corps après le passage de ce tsunami? Eh bien, je veux redécouvrir mon corps et on va le faire dans la relation à deux, on va le faire dans la compréhension réciproque et dans l'amour réciproque. On va réinventer l'art du baiser et des caresses. On va apprendre à modifier les positions et surtout, on va préserver intimité et communication. C'est dans la communication qu'on va retrouver la possibilité d'être à nouveau heureux sexuellement, avec un corps remanié et dans un couple qui va devenir un couple 2.0, qui va réinventer une nouvelle forme de sexualité. Ne pas hésiter à proposer à nos patients des groupes de parole, des soutiens psychothérapiques. Ne pas hésiter à aussi proposer de la relaxation, toutes les thérapies corporelles qui sont très efficaces chez ces patients qui sont affectés dans leur corps. Et les sexothérapies qui permettent d'aider les patients qui ont du mal à le faire spontanément à retrouver un chemin amoureux leur permettant de renouer avec une sexualité et avec une qualité de vie. Alors, vous savez, on a un peu tendance à avoir en tête que le corps malade, c'est un corps qui n'est pas sexué. On n'a pas de représentation sexuée du corps malade. Le corps malade, c'est l'omniprésence de la mort, c'est la fin de l'amour. Ça peut être la fin de l'amour, mais ça peut aussi être la renégociation de la relation à deux, du projet de vie, un corps avec lequel vivre autrement,
pour la vie, qui permettent de garder une bonne image de soi et un sentiment de dignité. Et pour ça, retenez que la vie sexuelle est un organisateur de première grandeur. Pour lutter contre la maladie, contre l'angoisse, le désespoir, pour retrouver l'estime de soi et la confiance de soi, pour retrouver le sentiment d'identité, la vie sexuelle est un organisateur de première grandeur. Et parmi les mouvements réparateurs, l'orgasme est certainement le meilleur reconstituant du sentiment d'exister, en particulier quand il s'agit de compenser un certain déficit corporel. Et retenez que l'orgasme est toujours possible. Je vous remercie.